Il s'est passé quelque chose la nuit dernière qui nous renseigne à la fois sur l'arsenal russe, mais qui a aussi un impact politique sur le discours russe pour terroriser les populations ukrainiennes. De quoi s'agit-il? Du fameux missile Kinjal. Alors on en a régulièrement parlé ici même. Pourquoi? Parce que pour Moscou, c'était l'arme absolue. Le Kinjal est inarrêtable. Le Kinjal, le jour où on s'en sert, vous allez voir ce que vous allez voir, parce que c'est un missile très particulier, très perfectionné, et que personne n'a les moyens de le contrer. Eh bien, la nuit dernière, pour la première fois, il y a eu une attaque d'ampleur de Kinjal contre les populations civiles, semble-t-il, et contre la population civile à Kiev. Et ces attaques ont été neutralisées par la défense antiaérienne de Kiev. C'est un mythe qui s'effondre, celui de l'invincibilité de cette arme. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc moralité, les discours tonitruants, terrorisants de Poutine seraient une nouvelle fois démentis. Le fameux Kinjal n'est pas du tout invincible. Eh bien non. Et pourtant, souvenez-vous, le Kinjal, c'est le missile de tous les superlatifs, David. Hypersonique, capable de voler à Mach 10, 10 fois la vitesse du son, soit 12 000 km/h, capable d'atteindre des cibles à 2000 km, capable surtout de porter des charges nucléaires. Bref, le missile que la Russie présentait comme l'arme absolue, qualifié même d'inarrêtable par Vladimir Poutine, dès 2018, lors de son inauguration en grande pompe devant une centaine d'invités. Écoutez. Понятно, почему ведущие армии мира стремятся обладать таким идеальным на сегодняшний день оружием. Уважаемые друзья, у России такое оружие есть. Ces derniers mois encore, que ce soit à la télévision publique ou bien dans les rangs des élus, Vladimir Poutine brandissait le Kinjal comme l'arme de tous les dangers pour l'Ukraine. Eh bien, tous ces discours ont volé en éclats en quelques heures. Plus précisément, la nuit dernière à Kiev, lorsque la Russie a décidé pour la première fois de les utiliser massivement. Il est alors 3 heures du matin lorsque les défenses anti-aériennes de Kiev rentrent en action. Écoutez. Bilan de ces attaques. Selon l'Ukraine, aucun de ces missiles n'a atteint sa cible et surtout, non pas un, mais 6 missiles Kinjal ont été interceptés par les systèmes de défense anti-aériens. Regardez ce qu'annonce Oleksiy Reznikov, le ministre de la Défense ukrainien. Succès incroyable pour les forces aériennes ukrainiennes. La nuit dernière, nos défenseurs du ciel ont abattu 6 missiles hypersoniques russes Kinjal et 12 autres missiles. Alors bien sûr, il ne s'agit ici que de déclarations. Il n'existe aucune image distincte qui atteste qu'un Kinjal a bel et bien été intercepté par ces systèmes. Les seuls dégâts, ce sont ceux provoqués par les débris de ces missiles. Mais on note qu'aucun bâtiment n'a été détruit, seulement des incendies de matériel urbain ou bien encore des véhicules. Vous pouvez voir ce car. 3 personnes ont été blessées, selon le maire de la ville, Vitali Klitschko. Mais on imagine que ces dégâts et le bilan auraient été bien plus importants si ces engins avaient trouvé leur cible. Il existe quand même quelques photos, et notamment celle-ci, regardez, un débris retrouvé dans les rues de Kiev hier soir. Elle est présentée par l'Ukraine comme un morceau d'un Kinjal intercepté. Alors on a exposé cette image à de nombreux spécialistes pour savoir leur point de vue. Ils n'excluent pas que cette pièce soit bel et bien un débris de Kinjal, mais ils ne peuvent pas le certifier. Alors, comment les Ukrainiens auraient-ils pu neutraliser cette fameuse arme absolue ? Eh bien, tout indique que ce sont des systèmes antiaériens patriotes, ceux livrés par Washington ces dernières semaines, qui ont neutralisé la salve de missiles Kinjal. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a 10 jours, Kiev avait déjà affirmé avoir détruit un missile Kinjal grâce déjà au système patriote. Washington avait confirmé dans un second temps. Et est-ce que Moscou a réagi ? Oui, et le Kremlin affirme, lui, que les missiles Kinjal ont atteint toutes leurs cibles hier soir. Et curieux hasard, notamment atteint un système de défense antiaérien Patriot. Le système de missiles sol-air Patriot, fabriqué par les États-Unis, a été touché par le véhicule planeur hypersonique Kinjal à Kiev, a déclaré le ministère de la Défense russe aujourd'hui.
Là encore, aucun élément n'est fourni à l'appui de cette information. Merci Quentin. Premier point, les faits, parce que là, il reste quand même une incertitude. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que si les Russes, avec ces fameux Kinjal, avaient atteint leurs objectifs comme ils le disent, on aurait des images, ils dévoileraient eux-mêmes des images, ne serait-ce que des images par satellite, des dégâts qui auraient été causés. Bah, écoutez, on est dans le brouillard de la guerre et la propagande ou la communication, comme on voudra. D'un côté, effectivement, les Ukrainiens disent avoir abattu 6 Kinjal, c'est peut-être vrai, mais on n'a aucun moyen de, comme Quentin nous l'a très bien expliqué, on n'a aucun moyen de le vérifier. On a des débris. Ce morceau-là de débris, c'est vrai qu'on est un peu surpris quand on voit ce morceau de débris et qu'on nous dit c'est la signature d'un Kinjal. Mais il faut... quand on connaît rien au domaine, on se dit peut-être qu'effectivement, sein de la direction du renseignement militaire français, il y a un spécialiste qui doit savoir. Enfin, je pense qu'il quand même, ça peut être un débris. Mais ça peut être un débris. Bref, c'est là vraiment. Et puis de l'autre côté, on a une autre communication qui est propre à beaucoup de régimes, qui est de dire nous avons des armes miracles, les armes les meilleures du monde que personne ne peut intercepter. Tout ça, c'est du vent ou du flanc, comme on voudra. Il n'y a pas d'arme absolue. Il n'y a pas d'arme absolue. Non, il n'y a pas d'arme absolue. Quand ce Kinjal avait été présenté, Jean-Dominique, quand il avait été présenté, qu'on avait dit 12 000 km/h, une puissance énorme, vous vous étiez dit déjà... Un missile balistique, quand ça redescend à Mach 25 à peu près, donc à 28 000 km/h. Donc... tous les missiles intercontinentaux fonctionnent comme ça. Un missile balistique, ça va très très vite. Or, un Kinjal, c'est un missile en partie balistique. Donc, qu'il aille vite, c'est pas étonnant. Donc, aller à 25 000 km/h, c'est pas le signe qu'on est indestructible. Alors, l'affaire, c'est que en face, il y a une vraie défense solaire de très haut niveau. On voit, c'est quelque chose qu'on découvre dans cette campagne, dans la campagne aérienne, dans la campagne de frappe russe. C'est qu'en face, les missiles occidentaux, les systèmes de défense occidentaux fonctionnent très bien. On ne le savait pas à ce point-là. On pouvait s'en douter, mais on ne le savait pas. Parce que les Occidentaux, depuis une génération, n'avaient jamais été confrontés. Les systèmes d'armes occidentaux, plus exactement, n'avaient jamais été confrontés à des attaques de ce type. Donc, les Américains ont développé ce système, le système Patriot, dont les premières versions avaient été utilisées il y a 30 ans pendant la guerre du Golfe, mais c'était des versions très anciennes. Tout ce système a été extrêmement modernisé depuis lors. Ça a toujours le même nom, mais c'est plus du tout la même chose. C'est comme les voitures ou les avions, ça a le même nom, mais c'est plus du tout la même chose. Et il a notamment été conçu pour abattre des avions, mais aussi pour abattre des missiles, et notamment pour abattre les missiles Iskander russes, qui sont des missiles à relativement courte portée, dont le Kinjal est une version transportée par avion. Donc, on ne savait pas si ça marchait. Ça marche. Comme on voit, par exemple, les Israéliens avec leurs boucliers antimissiles, ils marchent, leurs boucliers antimissiles. Voilà, ça ne passe pas. Il y a toujours un certain nombre de choses qui vont passer à travers, ou qu'on laisse passer à travers, parce qu'on a calculé la trajectoire à l'avance, et qu'on sait qu'il va aller dans un endroit, il va s'écraser sur un champ. On ne va pas dépenser des centaines de milliers de dollars à intercepter quelque chose qui va s'écraser dans un champ, alors qu'on sait pertinemment que sa trajectoire le conduit là. Donc, c'est pour ça que les taux de réussite et d'échec, c'est toujours des choses avec lesquelles il faut être prudent. Donc, oui, il n'y a pas d'arme miracle. 2, les systèmes occidentaux, américains, mais les nôtres aussi, les Crotales français, interceptent. Les Ukrainiens disent interceptent à 100%. Je pense que c'est pas vrai. Mais ils interceptent sans doute à 90%. Ils pourraient intercepter un Kinjal. Un Kinjal, non, je pense pas. Mais les missiles que nous sommes en train de livrer aux Ukrainiens, les fameux Mamba, les Sampete, oui, bien sûr, c'est l'équivalent d'un patriote. Donc tout ça, on découvre en direct. Ce sur quoi les militaires travaillaient depuis des décennies dans la défense aérienne, on voit que nos systèmes fonctionnent et qu'en face,
comme on pouvait s'en douter, parce qu'on avait déjà vu ça en Syrie, on avait déjà vu ça en Libye, on avait déjà vu ça dans la guerre du Haut-Karabakh, les systèmes de défense antiaérienne russes fonctionnent moins bien que les nôtres. Ça, c'est parce qu'ils sont moins bons en électronique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Simplement, sur le factuel, c'est vrai qu'on est habitué, depuis le début de cette guerre, à avoir nombre d'images tournées sur des téléphones portables. Imaginons qu'un Kinjal ait touché sa cible. Une bête comme ça, on imagine, ça peut faire s'effondrer un immeuble. Ouais. On aurait ces images. Mais Ou qu'est-ce alors, qu'il ça visait s'est passé loin de La toute question, zone habitée. Qu'est-ce qu'il visait? Parce que le Kinjal, c'est quelque chose qui a été à l'origine, je crois, conçu pour aller taper les porte-avions, les gros bateaux. Donc, on peut taper un poste de commandement militaire, quelque chose mais taper des immeubles, ça n'a pas de sens. C'est des choses... D'abord parce que ça n'a pas un pouvoir explosif considérable. Ça ne transporte pas des tonnes et des tonnes de matière explosive. Bah, quand même, pour faire exploser un porte-avions... Non, parce que c'est la vitesse qui compte. C'est la vitesse d'arrivée. En fait, il y a même, pour détruire un porte-avions ou un bateau à la mer, il n'y a même pas besoin d'explosifs. La simple vitesse, quand le missile arrive à 7, 8, 10 fois la vitesse du son, le simple impact de quelque chose en métal fait que ça troue le bateau, quoi. Et ça ne fait pas s'écrouler un immeuble. Ça fait s'écrouler un immeuble, si, mais quel intérêt de faire écrouler un Oui, immeuble? bien sûr. Non, mais on est habitué à voir les Russes terroriser les populations. Oui, mais alors, détruire des immeubles d'habitation avec des engins de ce coût, parce que c'est des engins très coûteux. C'est vraiment, on se dit, bon, c'est quand même pas très intelligent. La morale de l'histoire. Moi, je suis pas sûr que ça fasse pchit. En fait, pour l'instant, dans une guerre de communication entre deux adversaires, les uns disant qu'ils ont tout arrêté et les autres disant qu'ils ont réussi. Oui, mais je refais ma remarque. Est-ce qu'on n'aurait pas des images comme on en a eu à chaque fois qu'il y a eu des dégâts importants, notamment contre les civils? Or là, il y en a eu. Ils ont peut-être détruit les PC militaires et ça, les Ukrainiens le montreront pas. Et quant aux Russes, ils le montrent. Ce qu'il faudra d'abord avoir le satellite et que le satellite soit repassé au-dessus de leur PC pour récupérer les images. Ensuite, ils vont travailler les images et peut-être les envoyer sur les réseaux sociaux ou les diffuser. Ça, c'est possible. Mais en tous les cas, côté ukrainien, ils n'ont pas intérêt à monter les destructions, sauf si c'est du civil, pour dire c'est salaud de Russes. Et si c'est du militaire, ils ne le montreront pas parce que l'objectif des Russes était atteint. Est-ce que les Russes le montreront? C'est une autre paire de manches, parce que les Russes, jusqu'à présent, ne nous ont jamais trop montré les destructions qu'ils opéraient. Finalement, presque jamais. Donc, pour l'instant, on est un peu dans le brouillard et dans le bleu. Alors, Romain et Vera. Oui, je crois qu'il faut faire attention à un truc, et c'est toujours un peu la même chose, de pas trop se pignoler sur un des éléments au milieu de l'ensemble. La question, c'est pas de savoir si Mbappé ou Messi, il y en a un qui court plus vite que l'autre. La question, c'est chacune des équipes, comment elle se prépare à avoir une offensive qui va franchir la défense adverse. Là, par exemple, côté russe, c'est pas un missile tout seul, c'est une salve de missiles de formats différents, qui viennent de lieux différents. Il y en a qui sont venus de la terre, il y en a qui sont venus des airs, il y en a qui sont venus des mers. Et donc, eux, l'effort, c'est d'arriver à coordonner tous ces missiles-là pour qu'ils arrivent à peu près au même moment sur les mêmes cibles, en espérant que certains d'entre eux passent et détruisent la cible. Côté ukrainien, l'objectif, c'est d'empêcher notamment les stars de l'équipe adverse de passer. Et donc, comment on fait? On coordonne, pareil, ces éléments de défense, dont les patriotes, mais pas que, avec leurs forces et leurs faiblesses. La force du Patriote, c'est qu'il détecte les tirs de très loin. Son radar est extrêmement efficace. Mais il faut qu'il intercepte les missiles les plus dangereux. D'où l'intérêt pour les Russes de grouper les tirs. Et puis, avec ça, on va coordonner les autres systèmes de défense. Probablement que l'un des éléments ciblés par les Russes, c'est pareil, je ne suis pas convaincu que l'objectif soit de détruire des immeubles pour détruire des immeubles. Probablement que l'une des cibles, ça parce qu'on a vu ça dans le passé déjà. Non, mais on ne sait jamais ce qu'ils ciblent exactement. Terroriser une ville avec 16 missiles, c'est quand même pas... Voilà, le bilan humain, a priori, là, il est 3 blessés. On peut sous-estimer les Russes autant qu'on veut. C'est probablement pas le cas. Eux, ce qu'ils visent, ce sont les patriotes. Le point faible du patriote... Ils visent les batteries des patriotes. Oui, voilà, le point faible du patriote, c'est que ça bouge pas. Donc,
leur objectif, c'est d'arriver à identifier où sont les différents éléments du Patriot. L'avantage du Patriot, c'est quand même que ce sont plusieurs éléments. Les batteries qui tirent les missiles sont dispersées. Il y en a 8 différentes. Donc, quand bien même l'un des missiles en toucherait une, il en reste 7 pour continuer. Donc, à chaque fois, c'est un système extrêmement complexe de part et d'autre. Il ne faut pas sous-estimer le travail que font les Russes en termes d'apprentissage, de gains de précision au fur et à mesure. Les différentes opérations qu'ils font sont à chaque fois différentes. Et puis, côté ukrainien, le gain en efficacité, en compétences, etc. Alors, on ne sait pas ce qu'ils ont eu comme résultat précis ici. Il faut faire attention de ne pas non plus prendre pour argent comptant ce qu'ils disent. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont du matériel extrêmement pointu qui a été en partie conçu pour faire face à ce type de missiles russes. Et puis derrière, ils ont surtout des opérateurs qui gagnent en compétences au fur et à mesure des tentatives d'attaque des Russes. Vera, votre regard. Effectivement, c'est une des attaques les plus massives au niveau de matériel. C'est ça, on n'a pas vu encore tant de Kinjal envoyés en même moment. Et à mon avis, j'ai peut-être une tentative de répondre pour qu'est-ce qu'ils visaient en fait, parce que d'après ce que j'ai lu aujourd'hui et avant dans les milieux pro-guerre, proches au ministère de la Défense, à chaque fois après des incidents qui se passaient en Russie ou après un coup fort de l'Ukraine envers la Russie, ces milieux-là appelaient à faire un coup sur le centre de la prise de décision. Il appelle ça comme ça. Ça veut dire donc viser le centre où il y a beaucoup de militaires, où il y a Zaloujny, où il y a quelqu'un important. Voilà. Et cette attaque assez massive, ça, à mon avis, ça peut être ça, parce qu'aujourd'hui, ils discutaient un truc, voilà, il faut faire des attaques comme ça pour viser le centre de la prise de décision, pour éliminer le commandement. C'est ça que peut-être ils visaient, parce qu'effectivement, on ne voit pas des autres cibles qu'ils visaient, on ne voit pas des preuves de ce qu'ils ont essayé de détruire, comme des pots de, je sais pas, de l'essence ou quelque chose comme ça, plus logistique. Voilà. Donc ça ressemble à une tentative de venger, peut-être qu'ils ont préparé et qu'ils ont essayé de faire un peu en surprise contre les Ukrainiens. Mais c'est vrai que quand les Russes touchent un objectif, en général, ils le mentionnent. Ils savent quels objectifs ils touchent. Là, ils ont simplement dit « nous avons atteint les objectifs », ils n'en ont précisé aucun. Vous savez, David, la campagne de frappe stratégique sur l'Ukraine, elle a commencé de mémoire le 9 octobre, après l'attaque du pont de Kerch. Donc nous sommes 7 mois plus tard. Alors, elle a eu des hauts et des bas. Là, on est plutôt dans une phase haute. Qui durera ce qu'elle durera, parce qu'ils n'ont pas une quantité monstrueuse de missiles à tirer. Mais on peut tirer un premier bilan de cette campagne de frappe stratégique de 7 mois, c'est qu'elle n'a pas mis l'Ukraine à terre. Voilà. Il devait mettre l'Ukraine à terre. Rappelez-vous, il devait détruire les systèmes électriques, par exemple. Les systèmes électriques, il suffit de regarder les images. Il y a de la lumière à Kiev. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, mais là, on a franchi un cran dans les armes utilisées. Si les Kinjal sont sortis, et visiblement, ça ne change pas la donne. Plus vous utilisez du matériel sophistiqué, effectivement, vous n'en avez pas beaucoup. Parce que si on balance des bombes, vous savez, vous envoyez des avions avec des bombes et vous les laissez tomber sur la ville, vous pouvez le faire des dizaines et des dizaines de fois. Là, c'est quand même très sophistiqué. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les V1 et les V2 qui ont été tirés sur la Grande-Bretagne n'ont jamais changé le cours de la guerre, en réalité. C'était censé être l'arme absolue, en attendant éventuellement une bombe nucléaire. Wunderwaffen, les armes miracles. Il n'y a pas d'armes miracles. Les V1 ou les V2. On s'inquiète en tout cas à la télévision publique russe de ces armes toujours plus sophistiquées, en l'occurrence des armes de défense, les patriotes. Souvenons-nous quand il y avait les fuites de la CIA, elles insistaient beaucoup sur l'Ukraine ne dispose pas suffisamment d'armes anti-aériennes pour protéger sa contre-offensive, en particulier des patriotes. Bon, là, les patriotes, on les voit à l'œuvre, et ça inquiète la télévision russe. Écoutez. Еще до официальной встречи вдобавок к крылатым ракетам «Шторм Шэдоу» Сунак пообещал передать Украине еще сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия, это более 200 километров, и сотни ракет для ПВО. Это из того, что дадут уже прямо сейчас. Перспектива еще более тревожная. Уже летом Британия начнет обучение украинских пилотов, начнет работать с другими странами над возможной отправкой F-16 на Украину.
что в заключение хотелось бы сказать. У нас иногда звучат вот какие-то шапкозакидательские, залихватские нотки, типа «да, одним махом там», «да, Storm Shadow», «да, это ерунда, «да, Хаймерс», «да, это тоже ерунда». Вот надо как-то вот избегать подобных выражений, потому что все-таки относиться надо крайне серьезно вот к этим образцам вооружения военной техники. И боевое применение наших войск все-таки надо готовиться и тщательно, и с необходимой осмотрительностью. То есть не надо бросаться в этом плане шапками. Montage Élodie Salé. Alors, il n'est pas question des Kinjal précisément, mais il est question des armements toujours plus sophistiqués de l'Ukraine. Et on constate qu'encore une fois, le ton n'est plus du tout le même qu'il y a 1 mois ou 2 mois à la télévision russe. Là, on est dans le constat que ces armements arrivent en Ukraine, que ces armements posent de plus en plus de problèmes. C'est assez saisissant ce changement de ton, Vera, vous qui suivez cette télévision. Mais il y a la réalité qui rattrape, en fait, la réalité du terrain déjà. Il voit que depuis 1 an, il n'arrive pas à vaincre, à s'emparer d'un pays dont il doutait l'existence. Il croyait que les Ukrainiens, c'est pas une nation, c'est pas un État, il va s'effondrer le lendemain de l'invasion. Après, effectivement, il y a un décalage entre Zelensky et ses alliés qui continuent à lui fournir des armements, malgré ce que était le calcul de Kremlin. On se rappelle très bien que le calcul, et à mon avis jusqu'à maintenant le calcul de Poutine, c'est compter et attendre le moment jusqu'à les Européens auront marre et vont arrêter en fait d'aider l'Ukraine. Ça ne se passe pas. Et il n'y a pas d'horizon et il n'y a pas de quelques preuves que ça peut se passer bientôt. Et pendant ce temps-là, l'armée russe peut subir une défaite sur le front. Donc bien sûr, il y a une fébrilité et peut-être un peu la préparation d'après-guerre. Quelle va être la responsabilité de cette personne qui vous pensez qu'ils ont ça en tête? Bien sûr, ça déjà, bien sûr. Aujourd'hui. Parce qu'ils commencent à renvoyer la responsabilité l'un vers l'autre en disant c'est qui à l'origine de cette défaite, c'est qui on doit accuser, c'est à cause de qui qu'on n'arrive pas à gagner. Donc oui, ils sont très dans l'esprit. Qu'est-ce qui peut se passer si ça ne fonctionne pas du tout cette guerre? En tout cas, on boucle la boucle et on repense à cette phrase des dirigeants de la CIA tout à l'heure lorsqu'on examinait ces petits films. Le moment est peut-être le plus propice que nous ayons jamais connu pour recruter des agents. Et on imagine les Russes en train de regarder cette télévision publique où le ton triomphaliste du début n'est plus du tout de mise. Peut-être à ce moment-là que leur esprit est plus vulnérable. Oui, Romain. Attention quand même, le fonctionnement de ces émissions depuis le départ s'appuie sur des gens qui ont chacun un rôle. Et il y a effectivement, depuis le départ, des gens qui disent « Ouh là là, c'est difficile sur le terrain, c'est compliqué, on a des morts, etc. Est-ce qu'on est suffisamment préparé ?» Il y a déjà des oiseaux de mauvais augure dès le départ. Et il y a derrière d'autres intervenants qui viennent et qui disent « Mais non, ne vous inquiétez pas, notre armée est extrêmement performante et nos soldats sont tellement patriotes que quoi qu'il arrive, missile ou pas missile, ils arriveront à se retourner. Oui. » Et puis, normalement, à la fin, il y a le Joker qui arrive et qui dit « Si jamais les Britanniques, leur missile allait trop loin, hop, une bombe nucléaire et tout est réglé. » Donc ce jeu de rôle, en fait, il se reproduit en boucle depuis le départ. Mais Olga Skabeyeva, puisque on l'entend depuis le début, c'est une des figures de cette télé publique, elle était plutôt dans les discours martiaux, très durs. Et là, on la sent un peu affectée quand même. Ils ont déjà eu dans le passé des moments de baisse de morale, entre guillemets. Et puis ensuite, ça repart exactement comme le dit Romain, c'est-à-dire que ça repart vers le haut, ils repartent tambour battant, en se frappant le Là, ça fait un moment quand même qu'on les entend plus. C'est exactement comme un plateau de Cyril Hanouna. Le rôle du méchant, il tourne selon les saisons. Mais il y a toujours un méchant, un gentil, un peu plus agressif, un peu plus sympa. Et en fait, ça tourne. Alors, c'est pas toujours exactement la même personne, mais les discours, on les retrouve depuis le départ. Et si vous regardez l'émission en entier, vous verrez qu'à la fin, globalement, rassurez-vous, les Russes vont gagner. Et qu'il y en a quand même un qui cogne. Romain, expert aussi de sémantique télévisuelle. Vous avez toutes les